Soyez les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre là! C'est très soutenant en fait d'avoir quelqu'un qui partage, parce que c'est un combat aussi, une toile, hein, ça vient pas, c'est pas une photo qu'on a dans la tête et qu'on reproduit, il y a aucun peintre qui a son image finie dans sa tête. Donc ça s'élabore, c'est comme un sentier qui se fait au fur et à mesure. Hein. Donc c'est sûr qu'à deux c'est compliqué parce que on part sur, moi je me rappelle un moment où on faisait une mangrove et donc du coup moi ça me plaisait pas, donc j'ai tout enlevé. Julie se retourne, elle avait passé peut-être 20 minutes dessus, elle fait ah bah oui bref voilà bon, puis après on s'est dit mais non c'est très bien, mais voilà faut se laisser surprendre, on enlève, le contrat comme elle disait c'est de pas figer ce qui a été fait. Aucune création ne se fait seule, toute création est collective. Nous sommes inspirés par la nature, par les événements, par nos émotions, par les autres, ceux qui nous entourent, ceux qui nous précèdent. Aucune œuvre est née solitaire. Pourtant, on retient encore des noms au singulier. Mais c'est une facilité, un abus de langage, un mythe, vous ne croyez pas ? Vous serez sans doute d'accord avec ce constat, surtout si vous avez vécu de formidables expériences de créativité collective fertile. Oui, mais l'art, peindre un tableau, écrire un livre, comment cela peut-il être une œuvre collective ? On imagine qu'il faut prévoir, se répartir le travail comme le faisaient les artistes, les artisans d'autrefois. Eh bien non, voilà ce que je vous invite à voir aujourd'hui. De femmes artistes, plasticiennes qui se sont mises à peindre ensemble. De femmes qui vont ensemble bien plus loin que là où elles seraient allées chacune de leur côté. Nous sommes invités aujourd'hui chez Angélique Ivanov qui nous reçoit avec Julie Bachet. Ensemble, nous allons parler de la façon dont naît une œuvre, une idée, de ce que la création permet, les portes et les fenêtres et les mondes qu'elle ouvre. Et puis, comment, en lâchant le contrôle, on peut vivre de véritables états de grâce. Chers auditeurs, entre là, cet épisode est pour toi. Salut à toutes deux, ravie d'être avec vous. Est-ce que vous voulez commencer par dire qui vous êtes ? Alors moi c'est Angélique, en tant qu'artiste on s'appelle Angique et Pouli. Voilà, on s'est rencontrés aux Arts Décoratifs de Paris et puis on a fait notre vie et on se retrouve depuis 2 ans autour de la peinture ensemble. Ben moi c'est Pouli, le binôme de Angique. On a décidé, ça fait vraiment 1 an qu'on travaille sur ce projet de peinture à 2 en même temps sur le même support. Parfois face publique. L'idée c'est vraiment de montrer la peinture qui se fait et qui se fait à 2 en même temps. Et donc ce projet-là, on l'a mis en œuvre. Voilà, on s'y met depuis 1 an à peu près, 1 an et demi. C'est super intéressant de peindre à 2 et j'avais vraiment envie de vous écouter aussi là-dessus parce que on a tous un peu l'idée que la création, l'art, c'est un truc un peu solitaire. Et qu'il y a un artiste qui fait selon une impulsion très très intérieure. Donc là, vous montrez autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se révéler dans la création à 2. Alors, d'où est venue l'intention ? Comment ça se passe ? Et qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors après, effectivement, de multiples essais professionnels et de médiation culturelle, entre autres, moi je travaille au musée du Louvre, et de transmettre à travers des ateliers que je fais faire aux autres. Il y a eu une espèce de nécessité de revenir aussi pour moi à une écriture artistique personnelle. Mais en fait, le collectif m'a toujours intéressée. Donc le travail à plusieurs, je trouve que c'est toujours plus riche. Et il s'est retrouvé que dans la vie, on s'est retrouvés à ce moment-là et que Julie aussi avait envie de partager un travail de peinture ensemble. Et c'est de se dépasser dans son écriture, de pas rester sur sa propre touche et de venir se faire un peu déranger et d'aller dans des sentiers non connus. Et donc,
l'art, c'est pas une image toute faite dans la tête. De toute manière, ce sont des choses qui vont se mettre par strates, par couches, picturales, colorées, lumière, et d'avoir une écriture. On est très différentes, en fait, Julie et moi, sur le rapport au dessin, mais on a les sensibilités très communes. On a un peu de grandes références, on vibre sur les mêmes artistes, on parle beaucoup aussi de qu'est-ce qui nous transcende dans la peinture, et du coup, on est assez en phase. Par contre, dans la réalisation picturale, on est très différentes, et c'est ça qui nous plaît, parce que du coup, ça nourrit le travail, et c'est un vrai bonheur, en fait, de voir surgir une picturalité qui n'appartient ni à Julie ni à moi, et qui fonctionne, qui prend corps, en fait. Voilà. Oui, ça veut dire que vous ne faites pas chacune votre part, vous ne partagez pas le travail, vous ne vous spécialisez pas, vous faites tout ensemble, et peut-être tu peux nous expliquer, Julie, en quoi votre travail est différent l'une de l'autre aussi. Alors, même si on a une sensibilité assez proche, assez commune, on a une facture qui est presque opposée. Parce que moi, j'aurais tendance à dire, pour caricaturer, que je suis un peu maniaque et miniaturiste. Et Angélique a plutôt tendance à être dans des grands gestes. Elle aime quand c'est un peu fouillis. Elle aime être surprise dans des choses qui sont pas lisibles a priori. Alors que moi, j'aurais tendance à être dans l'école de la ligne, où tout de suite tout est clair, tout est très défini. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, le jeu est mis tout de suite il est dynamique, en fait. Et tout de suite, il va tout de suite y avoir une élasticité, quoi, quelque chose qui va être de la tension ludique immédiatement, en fait, entre nous. Mais ça marche aussi parce que cette tension n'est pas violente et elle n'est pas. Il y a un contrat sous-jacent à ce jeu-là qui est que l'une et l'autre s'accordent à dire que c'est un jeu, qu'il n'y a pas de sérieux dans cette chose-là au point qu'on puisse se mettre en conflit. Et il y a d'abord de l'amitié avant tout, et il y a d'abord de l'envie que ça se passe bien. Et donc, comme on arrive à mettre nos égos un peu de côté, en fait, ces tensions-là, elles sont créatrices de choses qui nous surprennent dans le bon sens, quoi. En fait, même si ce jeu-là est parfois épuisant, même si ce jeu-là est perturbant, même si ce jeu-là parfois est déroutant. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant dans faire monter picturalement une toile, ce sont des couches, des calques qui se superposent les uns aux autres. Donc en fait, qu'il y ait plusieurs touches qui se superposent, pourquoi pas plusieurs identités. Pour l'instant, on est 2, mais on pourrait peut-être peindre à 3. Voilà, on a envie vraiment d'ouvrir ce langage, et on l'expérimente déjà à 2, parce que c'est peu commun. C'est vrai c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école tout court, et à l'école d'art. C'est très soutenant, en fait, d'avoir quelqu'un qui partage, parce que c'est un combat aussi, une toile, hein, ça vient pas, c'est pas une photo qu'on a dans la tête et qu'on reproduit, hein. Il y a aucun peintre qui a son image finie dans sa tête. Donc ça s'élabore, c'est comme un sentier qui se fait au fur et à mesure, hein. Donc c'est sûr qu'à 2, c'est compliqué, parce que on part sur... moi je me rappelle d'un moment où on faisait une mangrove, et donc du coup... moi ça me plaisait pas, donc j'ai tout enlevé. Julie se retourne, elle y avait passé peut-être 20 minutes dessus, elle fait oui voilà, bon, puis après on s'est dit mais non, c'est très bien, mais voilà, faut se laisser surprendre, on enlève. Le contrat, comme elle disait, c'est de pas figer ce qui a été fait de l'une ou de l'autre. Si on a envie de retravailler sur une zone, quelle que soit la personne qui l'ait déjà entamée, il n'y a pas de protocole, il y a pas, on s'organise pas à se dire toi tu vas être plus sur cette finition là, non du tout. Au final, c'est un millefeuille, tout le monde est passé partout, et l'alchimie va se faire grâce à ça. Je pense qu'il y a vraiment... voilà, quand on regarde les carnets de Julie, c'est Julie, ou les carnets d'Angélique, c'est Angélique, et les toiles de Féminal de Angélique et Pouli, c'est Angélique et Pouli. C'est plus Julie, c'est plus Angélique. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller fouiller cette picturalité-là à 4 mains.
Je trouve ça génial, le partage, d'être deux. Je trouve qu'on en a besoin, vraiment. On en a vraiment besoin. Et alors, vous avez poussé l'exercice encore plus loin, puisque vous avez choisi de peindre aussi en face du public, en médiation culturelle. Tu veux nous expliquer, Julie, comment ça fonctionne ? Eh ben, on fait comme Et dans puis la... pourquoi aussi ? Oui, on a poussé le jeu à le faire en public. C'est vraiment un des axes de notre projet. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène un atelier aux gens, en fait. On déplace notre façon de faire et notre atelier et on le met devant un public et on montre comment une peinture se fait. C'est-à-dire que au lieu que les gens arrivent dans un musée ou un centre d'art ou un centre culturel et voient les choses toutes faites, ils voient l'œuvre à l'œuvre. Ce qui nous amuse, nous, là-dedans, c'est le côté performance, mais c'est aussi le côté abaissement des coulisses, des voiles qui cachent les choses qui se font. On rentre dans le sérail, ouais. Et qui permettent du coup un peu de décliver, de décloisonner les choses. Ça permet aux gens d'être invités à l'atelier et de participer à quelque chose qui se fait parce que en plus de faire la peinture devant les gens, on fait salon, c'est-à-dire que les gens peuvent intervenir, en tout cas oralement comme ils veulent, et on répond librement. Et donc on casse aussi un peu quelque chose qui pourrait être hiérarchique, où il y aurait l'artiste qui sait faire et le regardant qui, lui, ne sait que regarder. Ça permet pour nous de déplacer un peu les choses. C'est un peu notre petite revanche, quoi, sur une vie qui est très hiérarchisée, très nucléarisée. Moi, je souffre énormément d'une société où tout est cellulaire, tout est isolement, tout est individualisme. Et la peinture ne s'est jamais faite dans l'isolement. C'est pas vrai. Les choses se sont faites en groupe, par école, par courant, par compagnonnage. Et ce compagnonnage, avec Angélique, on en a beaucoup souffert par l'absence de ce compagnonnage possible parce que on n'est pas né dans une époque où ça se fait, quoi. Et donc notre petite revanche, c'est qu'au moins à deux, déjà, on reprend cet art de dialoguer ensemble sur une passion commune qui est la peinture. Oui, tu me disais d'ailleurs tout à l'heure, pendant qu'on préparait cet épisode, que Picasso, Michel-Ange n'avaient pas du tout bossé seuls, même si c'est leur nom qu'on a retenu. Et oui, il n'y a aucun artiste, et puis surtout c'est super intéressant de voir comme les dieux d'un art se sont faits, et ils se sont pas faits seuls, ils se sont pas faits, c'est pas des dons innés en fait, c'est sûrement des compétences un peu favorisées par peut-être une biologie, mais en fait c'est beaucoup de culture et d'apprentissage. Picasso comme Michel-Ange ont été des enfants de la balle, ils sont nés dedans quasi, ils ont une enfance qui est tombés dans les pots de peinture. Enfin, tous les deux ont été dans des ateliers, que ce soit des ateliers italiens ou l'atelier du père de Picasso. C'est des choses qui font partie de leur mode de vie depuis quelque chose de presque immémorial. Donc c'est des gens qui ne se font pas seuls, c'est des gens qui sont passés entre des dizaines de mains, des dizaines de regards, de paroles, et des milliers de pratiques, des milliers d'heures de pratiques. Et des milliers d'heures de pratiques qui ne se sont pas faites seuls, qui se sont faits avec des conseils, des interventions, des échanges, des critiques, des effervescences, une effervescence, une stimulation de groupe. Et ça c'est un peu le défaut de notre société ultra hiérarchisée, assez pyramidale, très égotique, de toujours un peu se mettre hors du terreau duquel on est parti et d'oublier ce qui nous a fabriqués et qui nous a portés. Oui, et aussi il y avait cette idée en travaillant au sein de collections muséales de reprendre aussi ce travail de la citation. Chaque peintre avait aussi l'art de la citation. Oui, la citation, c'est s'inspirer d'une œuvre existante. D'être ému par ceux qui ont peint avant eux et de pouvoir s'en nourrir en fait. On n'est pas créateur comme ça. Ça vient forcément aussi du regard qu'on a porté sur ce qui a été fait avant, comment on le projette sur la société d'aujourd'hui. Donc nous, ce qui nous amuse énormément avec Julie, c'est vraiment d'aller rechercher des classiques qu'on aime et de se mettre nous en situation. Là, c'est vraiment la série sur laquelle on a envie de travailler. Et vraiment, l'idée de la citation, elle est extrêmement porteuse et riche pour un travail de peintre. Donc c'était ce jeu-là aussi qui est à l'honneur dans notre travail à deux, de pouvoir travailler l'idée de la citation, comment s'approprier les œuvres des maîtres anciens, de les recontextualiser aujourd'hui avec nos propos d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Donc la citation, ça permet de regarder une œuvre, d'en extraire ce qui nous intéresse pour la reciter, mais avec son propos d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'antithèse de la copie. Delacroix a cité énormément Rubens. Il y a plein de peintures, notamment dans la galerie Médicis, les tableaux de Rubens. Il y a des citations de Delacroix sur il était en pâmoison sur une goutte d'eau sur le corps d'une fesse d'une Danaïde. Et il a repris ça dans la barque de Dante. Ou alors, il y a une effigie comme ça sur un Rubens, une allégorie d'une femme ailée en blanc, qui probablement a inspiré Delacroix la liberté guidant le peuple. Donc en fait, c'est intéressant comme une peinture a pu en développer une autre chez un autre artiste. Donc on ne se fait pas seul, on ne crée pas son image tout seul dans sa tête non plus. Et voilà, c'est des passations en fait qui se font au cours de l'histoire de l'art. Et il peut y avoir des grands sauts aussi dans le passé et dans l'avenir. Et là, vous êtes en train justement de travailler à partir d'une œuvre de Toulouse-Lautrec que vous avez... C'est un travail que vous avez commencé lors d'un atelier, justement. Alors, est-ce que tu voulais nous expliquer comment ça se passe, où vous en êtes, comment ça se passe pas à pas ? Alors pendant plusieurs mois, on a travaillé sur une série qui a été une série de mise en forme de notre duo. En fait, on a fait toute une série de peintures qui, en fait, se sont avérées être nos presque brouillons, j'allais dire en riant, quoi. En fait, nos peintures d'apprentissage, de mise en place d'un vocabulaire commun. Cette série-là, on l'a exposée et il se trouve qu'on l'a exposée à Albi et qu'on a fait des performances autour de cette série-là, Féminale. Du coup, comme on était à Albi, on a été au musée Toulouse-Lautrec. Et pendant cette visite du musée Toulouse-Lautrec, on est tombé en pâmoison devant un de ces tableaux les plus aboutis de la collection du musée, qui est le Salon des Moulins, qui est un grand tableau qui a l'air de se passer dans un hôtel particulier et qui est en fait un endroit où des prostituées offrent des services à des hommes. Il se trouve que ce tableau était un peu intéressant pour nous parce qu'on sortait d'une série où on avait beaucoup peint la nature et donc beaucoup des gammes de vert, et là tout d'un coup on se retrouvait beaucoup avec des gammes de rouge qui n'étaient pas forcément hyper faciles pour nous à travailler. Du coup ça nous a plongé dans une autre dimension, mais ça nous a aussi donné une idée et l'envie de d'aller encore plus loin dans la citation de tableaux et donc de se mettre en scène nous-mêmes dans des tableaux qu'on aime. Donc c'est parti de là, on s'est dit mais on se voit bien sur les canapés rouges et on se verrait bien là, et donc on a en fait ce moment d'exposition et de performance là-bas nous a permis d'initier une nouvelle série. Et donc vous êtes pris en photo, vous avez fait un photomontage. Là j'ai devant les yeux un premier croquis, qu'après vous allez mettre en couleur. Et puis après, ça sera quoi les étapes suivantes ? Donc là, on met en place notre tableau par le dessin, et puis on va venir après avec des lavis, c'est-à-dire des jus, des choses relativement légères, très aquarellées en fait, très diluées, la peinture assez diluée pour venir colorer en fait et matirer tout ça. On se disait, c'est pas évident de tout inventer quand on est dans la toile, au même titre que certains peintres ont fait des maquettes, puis regarder sous les angles comment la lumière s'accrochait pour peindre un drapé, ou de toute manière, il y avait les modèles qui venaient à l'atelier pour poser, qui permettaient d'avoir comme ça le volume en place avec ses ombres et ses lumières. Et après de se laisser vraiment aller dans ses camailleux, dans ses couleurs, dans sa touche. Donc c'est vrai que d'avoir soit une maquette, soit des modèles qui posent, soit un photomontage avec des corps qui ont posé sous une certaine lumière, ça donne une partie du travail qui permet après de le réinterpréter picturalement. Donc on s'est pris en photo. Donc, ce qui était très drôle, c'est que dans le musée, au début on regardait Toulouse-Lautrec, on n'est pas fanat, moi j'étais pas fanat du travail de Toulouse-Lautrec, mais vraiment ce tableau, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment séduite. Et on sort de cette salle et dans une autre salle, on voit un sofa rouge qui nous rappelle le sofa de la toile d'avant. Et du coup, c'était évident qu'il fallait qu'on se prenne en photo avec la lumière de la fenêtre du musée qui éclairait le sofa. Donc on s'est mis à poser. Il se trouve qu'on était habillés en plus. Moi, j'avais un manteau en velours. Enfin, ça allait complètement dans l'esprit, alors que c'est le hasard pur. Et puis, revenu sur Paris, dans nos ateliers, on a imprimé les images et on a fait notre petit photomontage. Et comme ça, on peut travailler la peinture de façon plus aboutie et pouvoir aussi être dans un lâcher-prise, mais en sachant exactement comment la lumière s'accroche au moindre pli et si on décide ou pas d'en tenir compte. Mais au moins, c'est là.
C'est ça aussi, la création, en fait, c'est saisir des opportunités. Quelque chose qui apparaît, hop, il se passe quelque chose. Ah, moi, nous, on adore. Ah, ouais, c'est un vrai... Comme un gamin, hein. Il y a l'idée du jeu, quoi. On regardait le tableau, on voulait rentrer dedans. La salle d'après, on est rentré dedans. Il faut être connecté à tout. Ouais, pareil pour Féminal. Féminal, on devait faire une performance sur la dernière toile. On s'était donné un sujet et puis on apprend qu'au cours du festival, un des festivals écoféministes d'Albi qui nous programmait, il y avait une programmation avec une conteuse qui allait parler de la femme sauvage des Pyrénées. Quand on a commencé à se renseigner sur la femme sauvage des Pyrénées, soi-disant qu'on a retrouvé une femme un peu sortie de la forêt qui disait qu'elle avait été élevée par des ours, ça nous a donné notre sujet de peinture. Donc on a travaillé cette 13e toile. On avait fait 6 toiles représentant un animal dans la nature et 6 toiles représentant une femme dans la nature. Et la 13e, on voulait que l'homme et l'animal se rencontrent. Et on a fait une ours et une femme. Et ça a été guidé par la programmation. Voilà, on reste... ouais, je pense que l'artiste, dans son hypersensibilité, il reste connecté. Connecté à la poésie, à son engagement aussi, qui fait que ça fait langage et propos et sens pour lui dans sa toile. C'est pas que du camailleux. Il y a aussi le sens qu'on veut y donner. Sur le sens qu'on met dans les tableaux et sur le fait qu'on soit deux, ça permet de questionner des endroits où on ne se questionne pas forcément quand on est tout seul. Et je trouve que d'être deux, et même d'aller faire des expos toutes les deux dans cette démarche commune de projet, ça nous permet de verbaliser, de dialoguer et de poser des questions à voix haute, et que ça soit entendu et que ça puisse donner des réponses ou d'autres questions à des choses qui peuvent être tellement intériorisées qu'on pense que c'est des lieux communs et que ça se pense pas, quoi. Et moi, j'ai besoin de penser, on m'a pas appris à penser, et je trouve qu'à chaque fois que j'acquiers un peu de pensée, j'acquiers un peu de liberté, et je trouve que, en fait, d'être deux, ça met beaucoup aussi en dialogue des mots. Et les mots s'entendent beaucoup mieux que tout seul dans sa tête. Ça permet d'articuler et aussi d'aller un peu plus loin sur le fond. Parce que c'est beaucoup un combat de forme, la peinture, surtout quand on est à deux avec des styles différents. Mais c'est vrai qu'on pourrait en oublier le fond, surtout qu'on a eu des formations où on n'a pas eu de questionnement sur le fond. On a eu beaucoup d'apprentissage ou de formation sur la forme, mais peu sur le fond. Et je trouve que d'être deux, ça permet d'oser questionner les choses et en même temps de pas se prendre trop au sérieux, mais du coup d'approfondir aussi un peu ce fond. Les citations qu'on va faire, évidemment, on les fait avec des thématiques, quoi, qui nous tiennent à cœur. On va évidemment choper des choses qui nous touchent très fort formellement, plastiquement, au niveau de la matière, du style, de la touche, mais aussi sur le sens que ça a de les citer aujourd'hui et de les mettre en scène d'une certaine manière. Ces questionnements que vous avez, dans ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, il y a aussi ceux du public et ce que ça génère en écho, notamment par rapport à l'erreur. Tu me disais qu'à Saint-Dizier, un enseignant avait compris que finalement on pouvait aussi tirer parti des erreurs, de toute l'incertitude, des opportunités, de l'inconnu. Oui, en tout cas de voir faire une œuvre à l'œuvre, de la voir sous les yeux, ça permet aux gens de voir les allers, les retours. Il n'y a rien à cacher en fait, c'est ça qui est chouette, c'est de montrer, même on peut grossir le trait, de faire... Bon, moi j'aime beaucoup, Julie, faire ça, de pas hésiter à mal faire pour montrer qu'on peut le rattraper. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui peut apaiser aussi dans le public, parce que, voilà, ça désacralise. Voilà, on peut le repentir. Bon, c'est aussi parce qu'on déplace peut-être des choses dans le tableau, mais c'est aussi réaffiner une forme. Voilà, donc comme ce sont des strates, c'est pas un instantané. Donc du coup, on revient sans cesse sur le travail. C'est même infini. On peut être insatisfait très très longtemps. La toile, même un mois plus tard, tu la vois, il y a toujours quelque chose qui va pas. En fait, t'as toujours envie de reprendre. Voilà. Mais du coup, ça désacralise ce côté waouh, il faut savoir faire. Non, on peut aussi expérimenter, corriger, reprendre. Et de le rendre visible en fait, parce que il y a l'institut qui disait mais j'aimerais que mes élèves le voient, qu'ils comprennent qu'on a le droit à l'erreur. Voilà, donc ça quand même pas mal de le faire vivre en fait, de le voir. Donc ça c'était quelque chose d'important pour nous aussi à transmettre en médiation culturelle. C'est vraiment quelque chose qui sort un peu des sentiers peut-être battus, mais nous on a eu des écoutes assez
assez impressionnante. Les gens étaient... Nous, on s'attendait pas à ce que les gens restent 2 heures, parce que le temps aujourd'hui, il est compté, et les gens sont surpressurisés, tout va vite. Et on se disait, mais les gens vont jamais rester nous regarder peindre pendant 1h30. Alors le dialogue est tout le temps ouvert, hein, on n'est pas enfermé dans notre peinture, donc c'est pour ça aussi les gens restent, parce que les questions se posent. Mais il y avait, nous on a senti, et puis on a eu des retours de gens qui étaient vraiment... Il y avait une écoute et un bien-être, en fait. Il y avait aussi du bien-être, hein, de pouvoir s'abandonner à quelque chose qui se fait sous ses yeux et de le laisser advenir et y participer comme ça en étant présent et pas sur son portable en train d'envoyer un texto, de repartir. Enfin, il y a un moment présent où on est tous là, ensemble, on se donne ce temps-là, cette parenthèse. Et aujourd'hui, c'est fou, mais c'est précieux. En fait, ça se fait pas tant que ça. Une vraie présence qui est créative. Ouais, dans les deux sens. Ouais. Et que les questions se posent sans tabou, en fait. Les gens étaient au début peut-être intimidés, puis après, vraiment, c'était complètement décomplexé. Un enfant de 8 ans pouvait poser une question, comme quelqu'un de 60 ou 40. Il y avait tous les âges aussi. Oui, il y a quelque chose presque archaïque, hein, je trouve, qui se passait. C'était vraiment... ça faisait sens tous ensemble, et je pense qu'on en a besoin. Alors nous, notre propos, c'est autour de la peinture, mais voilà, on développe cet espace qui est presque de l'ordre du soin, hein. Les retours, il y a eu des retours où les gens étaient vraiment touchés par l'humanité, en fait, de chaque question. Chacun a sa place dans sa question, dans sa réflexion, dans ce temps un peu tamisé, où on a l'impression du coup qu'on fait une famille. En fait, on se connaît pas, on vient de milieux différents, on a voilà, mais pendant 2 heures, on fait clan, en fait, et on peut partager quelque chose. Et alors, la création, l'art, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, la création, je trouve que c'est un gros mot qui me fait beaucoup peur, qui risque en plus de me mettre un peu au-dessus des autres si je me dis créatrice, parce que il y a des choses valorisées dans notre société, d'autres qui sont dévalorisées. Et donc, moi, je sais pas, en tout cas, trop ce que ça veut dire création, parce que j'ai l'impression que tout pourrait être un peu création. Ce que moi, je ressens de la création qui pourrait faire que je me sens concernée par ce mot, c'est l'exploration. Et qui, en même temps, me relie à des choses qui sont peut-être moins élitistes que, par exemple, la création artistique. C'est l'exploration. Je pense que c'est le chercheur en nous qui devient créateur. Il faut d'abord avoir envie, en fait, on est avec l'exploration, on est avec l'envie de rencontrer le monde, de le connaître et un peu et d'y faire sa place. Je pense que tous les êtres vivants ont ces compétences-là pour s'insérer dans le monde dans lequel ils arrivent. Et donc, je pense que le créateur, il est surtout là-dedans, en fait. Il continue, lui, à favoriser cet espace d'observation, de questionnement, de mise en hypothèse et de recherche. Et je pense que nous, ce qui nous fait du bien là-dedans, c'est de chercher, en fait. C'est d'être des chercheuses en couleur, en forme, en sens. Il y a quelque chose dans ce que tu dis qui semble très propre à l'humanité, ou peut-être à tout le vivant, j'en sais rien, mais effectivement qui est au-delà d'une forme de... quelque chose qui serait réservé à des spécialistes qui maîtrisent. En même temps, tu me disais toi-même tout à l'heure, l'art... c'est aussi, ça dit aussi la maîtrise, et c'est aussi la maîtrise qui fait qu'on peut un peu se lâcher la grappe et puis lâcher prise et laisser advenir des choses. Tant qu'on maîtrise pas suffisamment, c'est pas possible. Et il y a quelque chose de très enfantin dans la mesure où, effectivement, les plus jeunes enfants prennent un plaisir fou à mettre des couleurs, jouer avec de la pâte à modeler, et finalement, dans la création artistique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a sans doute tout ça qui se mêle. Oui, c'est un tiraillement. Ouais. Il y a un côté réflexion, puis il y a un côté 3 ans et demi. Il y a un côté maîtrise et un côté lâcher prise. Oui, c'est joindre un peu les extrêmes comme ça, mais ouais, il y a une grande joie aussi. Il y a une espèce de... C'est compulsif, hein. On est épuisé à la fin, certes, mais il y a une espèce de joie en s'y mettant. Et puis en même temps, c'est du combat. Et oui, c'est un langage, en fait, à développer, comme d'autres auraient un autre langage. Hein. Mais puis il y a le côté artisan aussi. Il y a le côté un peu artisanal. Hein. Technique mix, on expérimente. Il y a le geste. Ouais, c'est un drôle de mélange. Oui, c'est un mélange d'exploration et de maîtrise.
Mais souvent, je trouve qu'on a tendance à ne plus voir que la maîtrise. Et c'est vrai, moi-même, devant un tableau de Gérôme, par exemple, qui est un des grands classiques de notre histoire de l'art française, qui est dans une maîtrise formelle absolument dingue, il y a quelque chose d'assez fascinant. Mais ça ne fait pas tout le créateur, en fait. Je pense que d'abord et avant tout, il y a un chercheur dans le créateur. Et cette dimension-là a tendance à être oubliée parce qu'elle ne se voit pas, tout simplement. Et nous, en fait, on s'amuse à ça, à montrer que d'abord et avant tout, il y a des chercheurs, en fait, des explorateurs. Et que, avant de maîtriser quelque chose, on la maîtrise pas. Et puis, une fois qu'on la maîtrise, on la maîtrise peut-être pas longtemps, en fait. On veut passer à autre chose. Et que la maîtrise ne fait pas tout, quoi. On a créé du lien à un moment où on se met en fragilité, en fait. On montre la chose dans toute sa fragilité. On ne sait pas nous-mêmes si on va vraiment bien réussir cette performance. Mais en tout cas, ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer du lien. Et je pense qu'en tout cas, ça, on en est hyper nourri. On en est hyper contente. Parce que notre peinture, elle est peut-être pas d'excellence, mais en tout cas, la qualité dans laquelle ça s'est fait, on y a mis de l'attention et je pense qu'elle était au rendez-vous, cette qualité d'être avec les autres. Et j'ai l'impression qu'on en a beaucoup besoin. Ça parle aussi, quand je vous écoute, de notre rapport au contrôle. En fait, on essaye de contrôler beaucoup de choses dans notre vie. On contrôle le temps, on contrôle notre productivité, on contrôle nos réalisations, nos actions, on mesure le nombre de pas, etc. Et finalement, pour créer, qui est aussi notre nature, il faut arrêter de contrôler. Et il s'agit de vivre, d'observer, d'être dans l'instant présent, de capter les opportunités, de dialoguer ensemble. Donc on sort du contrôle et j'imagine que ça fait aussi un bien infini. Ah oui, c'est thérapeutique. Ouais, c'est franchement, rechercher ces petits liens-là, oui, c'est important. C'est trouver sa poésie intérieure et toucher les autres par ce qui nous touche. C'est ça qui fait écho aussi. Ça, on a envie... Il y a l'idée du partage, c'est sûr. Ouais, partager ce qu'on aime et le faire sans restriction, en fait. Les gens le sentent, en fait. Il y a un dialogue d'un coup qui peut se faire. C'est très unifiant. Alors qu'on parle de quelque chose de très spécifique qui pourrait être élitiste, pointu, et en même temps d'être à cet endroit-là et de le donner dans son entière visibilité, avec cette entière disponibilité, ça réunit tout le monde en fait. Alors qu'on est dans quelque chose qui paraîtrait pointu. Et c'est là qu'il y a quelque chose à développer, je pense. Être à deux, c'est quand même une bonne règle du jeu pour se foutre en l'air le contrôle, parce que nos petites maîtrises sont assez vite mises à l'épreuve. Et le faire en public aussi, c'est un peu se défaire d'un certain contrôle parce qu'on ne sait pas quelle question va être posée, on ne sait pas si le public va être réceptif. Donc en effet, on n'a pas la main en fait totalement sur les choses, on perd le contrôle et c'est bien pour ça qu'on a décidé de jouer à ça c'est sûr. Il y a une autre chose aussi que j'aime dans ce process-là, c'est que montrer la peinture qui se fait, c'est un peu remettre le côté artisanat, artisan de l'artiste, quoi. L'artiste, il est artisan en effet, et ça le met en scène, mais pas que en scène, ça le met à disponibilité. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux qui fonctionnent sur le modèle tant qu'on n'a pas vu nos parents ou nos grands-parents faire une tarte. La tarte, en théorie, ça reste quand même quelque chose d'assez barbant, en fait. C'est quand même beaucoup plus intéressant de le voir, enfin. Et en fait, on est basé là-dessus. Et donc, de voir quelqu'un peindre, c'est, je pense, pour les cerveaux des autres, quelque chose qui rend à la peinture beaucoup plus accessible que juste d'aller dans un musée avec des trucs tout faits, quoi. Je pense qu'on est basiquement construit depuis des millénaires sur le modèle, sur l'expérience vivante. Et aussi, il y a quelque chose, moi, que j'aime dans ce truc-là, de pas sortir de l'atelier, tout est fait, tout est beau, tout est lisse. C'est que les arts premiers, ils sont des arts du quotidien. Et en fait, c'est par là que ça se fait d'abord, en fait. Et l'humain, il a d'abord été artiste de ce quotidien, quoi. Il a d'abord décoré ses pots, ses assiettes, sa maison. Ça a d'abord été ça, l'art. Ça a d'abord été de l'artisanat qui a rempli des hivers longs où on pouvait pas être dans les champs, où il fallait faire donc toute une série d'activités qui n'étaient pas à l'extérieur. Et tout ça, moi, je trouve un peu on le remet un peu, quoi. On refait salon, on refait un feu, et au milieu du feu, on s'installe et on sort les outils et on sculpte les pipes, les chaises, parce
parce que c'est comme ça que ça s'est fait, très basiquement, quoi. On sortait le canif et après avoir fait la chaise l'hiver d'avant, et ben on la sculptait après, on la décorait, et tout le mobilier, tout l'art du quotidien c'est fait comme ça. Et moi, je trouve qu'il est vital, cet art-là. L'art de la subsistance, c'est quand même un art éminemment vital. C'est ce qui nous a construit et c'est ce qui, pour moi, serait intéressant de redécouvrir dans ce monde surindustrialisé, surdéveloppé, qui va dans des boîtes où les choses sont toutes faites et tout en plastique. Un agriculteur, il pouvait être sculpteur. Il l'était la plupart du temps. Il était cordonnier, il était infirmier, il était menuisier et souvent, il finissait aussi par être sculpteur, brodeur. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, en faisant la peinture, voilà, en montrant la peinture, c'est quelque chose qu'on Alors évidemment, tout ça c'est homéopathique, hein, je sais bien d'où je parle, je vais pas tout d'un coup créer des vocations, mais le cerveau voit un peu comment ça se fait. On a des retours d'enfants qui disent que ça leur paraît tout d'un coup beaucoup plus... Ah ben oui, la peinture c'est comme ça en fait. Ça paraît bête, mais de voir un tube, de voir la couleur sortir du tube, de voir le pinceau se mettre dans cette pâte de couleur, se tremper un peu dans l'eau, y trouver une texture un peu plus ou moins diluée, s'appliquer sur du papier, c'est des choses qui favorisent la projection de soi-même dans un moment où on va pouvoir s'y mettre, quoi. J'avais vu d'ailleurs une étude qui parlait un petit peu de ça, qui disait qu'ils avaient un premier groupe parlé d'un certain nombre de gens qui avaient fait des choses assez extraordinaires, soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport et autres. Et puis, ils avaient juste dit ça. Ils avaient expliqué un peu les parcours des gens, mais en montrant tout ce qu'ils avaient fait de bon. Et ils avaient dit après aux étudiants, est-ce que ça vous semble possible de devenir comme eux? Et globalement, c'était impossible pour tout le monde. Au deuxième groupe, ils ont raconté la même histoire, mais ils ont dit tout le parcours qu'avaient fait les autres, toutes les erreurs par lesquelles ils étaient passés, ou une partie, tous les obstacles qu'ils avaient réussi à traverser, les rencontres qu'ils avaient fait. Et là, les étudiants ont dit, bah oui, ça nous paraît possible, en fait. Et moi, je trouve qu'on est une société qui base les choses sur l'exigence. Et en fait, je trouve que ça favorise beaucoup de dépression. C'est des choses tellement impossibles a priori à atteindre. On est tellement exigeant et on n'est tellement pas réaliste parce que rien ne se fait sans des milliers d'heures soi-disant perdues que voilà. En tout cas, nous, c'est vraiment une petite revanche que de mettre en place ce petit processus public, quoi. Est-ce que vous voulez partager autre chose ou un moment de grâce ou quelque chose? Un moment de grâce, oui. Le moment moi, que je préfère quand je travaille sur une toile avec Julie. Donc moi, j'adore ce petit moment, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Je me bats, j'essaye de faire comme je peux, j'essaye de trouver ma place, de trouver la bonne couleur. Ça me plaît pas. Et d'un coup, ça m'échappe. Après cette surmaîtrise à vouloir chercher, trouver, il y a des moments où ça m'échappe et les choses, le pinceau, la vue, l'œil sait où il va. Poum, 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 je le suis en fait, l'œil et la main d'un coup, ils se parlent et ils parlent plus à mon cerveau. Et là, ça se fait, ça dure pas longtemps, ça repart. Mais voilà, ce petit moment-là, c'est un pur bonheur. On peut l'avoir pour autre chose que la peinture d'ailleurs, mais j'adore. Et le moment où la personne qu'on est, en fait, lâche un peu prise et puis c'est le mental notre est part lâché, de soi et qui agit. Juste bien connecté au bon endroit, la main, l'œil, et ils savent ce qu'ils ont à faire. Le cerveau se tait et ça avance. Alors là, c'est un moment de grâce pour moi. Grand merci à toutes les deux. Merci Julie, Gaëlle. Angélique. Merci à vous. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le projet Cheminal, contactez Angélique et Julie. Vous pourrez trouver toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.